Le réveil sonna à 5h30. Agnès éteignit l'alarme d'un geste las et regarda Vincent dormir. Son visage amaigri portait encore les traces de la chimiothérapie de la veille. Elle caressa doucement ses cheveux clairsemés avant de se lever en silence. Dans la cuisine, elle prépara le petit déjeuner en consultant ses emails professionnels. 3 nouveaux clients sollicitaient ses services comptables. Elle accepterait tout, comme toujours. Chaque euro comptait. « Bonjour mon amour », murmura Vincent en la rejoignant, encore en pyjama. Il s'assit péniblement à la table. « Comment te sens-tu ce matin ?»« Mieux. Je crois que le traitement fonctionne. » Agnès sourit, mais son cœur se serra. Le médecin avait été clair. Le cancer progressait. Vincent refusait de l'entendre. Après le départ de son mari pour l'hôpital, Agnès ouvrit son ordinateur portable. Sa messagerie affichait le virement automatique qu'elle effectuait chaque mois. 3 000 € versés sur le compte de Madame Moreau pour les charges de l'appartement familial. Vincent n'en savait rien. Sa famille non plus. Depuis 3 ans, Agnès sacrifiait tout pour maintenir cette illusion. L'appartement bourgeois du 16e arrondissement, les courses chez Monoprix, les factures d'électricité, le chauffage, tout passait par elle. Sa belle-mère pensait que Vincent, ancien cadre dans une banque d'affaires, possédait un confortable matelas financier. La vérité était tout autre. Les frais médicaux non remboursés, l'arrêt maladie prolongé, puis les dettes accumulées. Vincent était ruiné depuis longtemps. « C'est temporaire », lui répétait-il quand elle découvrit l'ampleur du désastre. « Je vais me rétablir et tout rembourser. Ne dis rien à ma famille, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'ils s'inquiètent. » Agnès avait accepté, par amour, par compassion, par cette tendance fatale à tout porter sur ses épaules. Le téléphone vibra. Madame Moreau. « Agnès, je voulais te prévenir que je passe voir Vincent cet après-midi. J'apporte des courses. Ne te dérange pas, j'ai les clés. » « Très bien, Madame Moreau. Appelle-moi maman, voyons. » Après 5 ans de mariage, Agnès raccrocha avec un sourire forcé. Maman. Si elle savait que cette maman vivait grâce à ses sacrifices silencieux. Elle rouvrit ses dossiers comptables. Madame Laurent, restauratrice à Belleville, avait besoin de ses déclarations TVA avant jeudi. Monsieur Chen, importateur de textiles, réclamait un bilan comptable urgent. Le travail s'accumulait, mais Agnès ne refusait jamais. Avec 4 500 € de revenus mensuels, elle parvenait tout juste à joindre les 2 bouts après avoir payé l'appartement de sa belle famille. Vincent rentra vers 18h, épuisé par sa séance de radiothérapie. Agnès l'aida à s'allonger sur le canapé et lui prépara une tisane au gingembre. « Ma mère a appelé », dit-il faiblement. « Elle vient dîner dimanche avec Céline et les enfants. C'est parfait. Je préparerai quelque chose de spécial. » Agnès, Vincent prit sa main. « Je sais que ce n'est pas facile, mais je te promets que dès que je vais mieux... » « Chut, concentre-toi sur ta guérison. » Elle lui sourit, cachant l'angoisse qui la rongeait chaque nuit. Les médecins lui avaient peu confié la vérité que Vincent refusait d'entendre. 6 mois, peut-être moins. Le soir, seule dans son bureau improvisé, Agnès termina les comptes de 3 clients. Minuit passé, elle éteignit enfin l'ordinateur. Demain, elle recommencerait. Pour Vincent, pour sa famille qui ne se doutait de rien, pour cet amour qui la dévorait à petit feu. Dans l'obscurité de leur chambre, elle écouta la respiration irrégulière de son mari. Combien de temps pourrait-elle encore tenir ? Combien de sacrifices avant que tout s'écroule ? Elle ne savait pas encore qu'elle découvrirait bientôt la réponse. Vincent s'éteignit un mardi matin de novembre, serrant la main d'Agnès dans la sienne. Ses derniers mots furent « Pardonne-moi pour tout ». Elle ne comprit pas immédiatement ce qu'il voulait dire. L'église Saint-Pierre de Neuilly débordait de monde. Collègues de la banque, amis d'enfance, famille éloignée. Tous venaient de rendre hommage à cet homme que chacun croyait prospère. Madame Moreau, digne dans son tailleur noir, recevait les condoléances avec cette élégance naturelle qui la caractérisait. Céline, les yeux gonflés, serrait ses 2 enfants contre elle. Vincent était un homme si généreux, répétait-on autour d'Agnès. Il prenait soin de sa famille. Si seulement il savait. Pendant 3 semaines, Agnès vécut dans un brouillard de démarches administratives et de tristesse. Les obsèques, les papiers à la banque, les assurances, tout s'enchaînait mécaniquement. Madame Moreau l'aidait avec bienveillance, lui apportant des plats cuisinés qu'elle ne touchait pas. Le jeudi suivant,
Elle découvrit l'ampleur des dégâts financiers. Vincent avait contracté 3 crédits à la consommation pour payer ses traitements expérimentaux en Suisse. Total, 47 000 € de dettes. L'assurance décès ne couvrirait que la moitié. Son téléphone sonna. Madame Moreau. Agnès, ma chérie, il faut qu'on parle. Peux-tu passer à l'appartement ? 1 heure plus tard, Agnès sonnait à la porte de la rue de Passy. Céline lui ouvrit, les traits tirés mais déterminés. Elle avait déjà emménagé ses affaires dans l'ancienne chambre de Vincent. « Assieds-toi », dit Madame Moreau en désignant le canapé du salon. L'atmosphère était tendue, presque solennelle. « Je sais que c'est difficile, mais nous devons regarder la réalité en face. Vincent avait des dettes importantes, n'est-ce pas ? » Le cœur d'Agnès s'accéléra. Comment savait-elle ? La banque m'a contactée ce matin. Il y a des impayés sur plusieurs crédits. Où est passé l'argent que Vincent avait mis de côté ? Agnès resta muette. Révéler la vérité humilierait la mémoire de son mari et détruirait l'image que sa famille gardait de lui. L'homme généreux, le fils attentionné, le frère responsable. Tout s'effondrerait. « Agnès », intervint Céline d'une voix dure, « mon frère nous a toujours dit qu'il avait des économies. Pendant 5 ans, il payait les charges de cet appartement sans problème. Tu caches quelque chose. »« Il n'y a plus d'argent, » balbutia Agnès. Vincent a tout dépensé pour ses soins. Comment ça, tout dépensé ? Madame Moreau se leva brusquement. Il gagnait 4 500 € par mois à la banque. Même malade, il touchait sa pension d'invalidité. Ses traitements coûtaient très cher. Tu mens, explosa Céline. Tu as profité de sa maladie pour vider ses comptes. Mon frère était trop faible pour s'en rendre compte. Les accusations pleuvaient. Sa belle famille, dans leur douleur et leur panique financière, avait besoin d'un coupable. Agnès était la parfaite candidate, la veuve qui avait dilapidé l'héritage. « Ma fille et ses enfants reviennent vivre ici », déclara Madame Moreau, la voix tremblante de colère. « Tu as assez profité. Il faut que tu partes. » « Mais, il n'y a pas de mais. Tu as 1 semaine pour déménager. » Céline croisa les bras, triomphante. « Enfin, maman, tu aurais dû prendre cette décision depuis longtemps. Cette femme nous a menti pendant des mois. » Agnès voulut leur expliquer, leur dire qu'elle avait payé leurs charges pendant 3 ans, qu'elle avait vidé ses propres économies pour maintenir leur train de vie. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Comment détruire l'image d'un mort ? Comment avouer que Vincent leur avait menti par orgueil ? Vincent n'aurait jamais voulu ça, murmura-t-elle faiblement. Vincent n'est plus là pour décider, répliqua Céline. Et toi, tu n'as jamais été vraiment de la famille. Tu es restée une étrangère. Le mot la gifla. Étrangère. Après 5 ans de mariage, après avoir tout sacrifié pour eux, elle n'était qu'une étrangère. Agnès quitta l'appartement en silence, sous le regard méprisant de Céline et les yeux fuyants de Madame Moreau. Dans l'ascenseur, elle réalisa pleinement ce qui venait de se passer. Non seulement elle perdait sa belle famille, mais elle se retrouvait seule face aux dettes de Vincent et à un avenir incertain. En rentrant chez elle, elle trouva dans la boîte aux lettres une facture EDF de 890 € pour l'appartement de la rue de Passy. Le prélèvement automatique était prévu dans 2 jours. Pour la première fois depuis des années, elle ne paierait pas. Elle découvrirait bientôt que l'étrangère, qui les avait soi-disant spoliés, était en réalité celle qui les faisait vivre. Le carton se déchira entre les mains tremblantes d'Agnès. Ses affaires s'éparpillèrent sur le trottoir mouillé de décembre. Quelques vêtements, des photos de Vincent, ses diplômes de comptabilité. Tout ce qui restait de sa vie tenait dans 3 boîtes en carton. Céline referma la porte de l'appartement avec un claquement sec. Derrière la fenêtre du 2e étage, Agnès distingua le visage de Madame Moreau qui détournait le regard. 2 heures plus tôt, elle lui avait annoncé sa décision sans appel. « Tu as eu largement le temps de te trouver un logement. 7 jours, c'était suffisant. » Agnès chargea ses cartons dans sa Clio rouillée et démarra vers Créteil. Le studio qu'elle avait déniché en urgence coûtait 850 € par mois pour 25 mètres carrés. Moquette tachée, papier peint qui se décollait, vue sur un parking. Un monde à l'opposé de l'élégance parisienne qu'elle venait de quitter. La réalité financière la frappa de plein fouet. Ses 3 principaux clients l'avaient abandonnée pendant les semaines suivant la mort de Vincent. Madame Laurent, la restauratrice, s'était trouvée un autre comptable.
Monsieur Chen avait confié ses dossiers à un cabinet plus important. Son chiffre d'affaires mensuel était passé de 4 500 € à 1 800 €. Dans son nouveau studio, elle s'installa tant bien que mal. Un matelas posé au sol, une table pliante en guise de bureau, le strict minimum. Chaque soir, elle consultait obsessionnellement les réseaux sociaux de sa belle famille, guettant les signes de leur effondrement financier. Le premier mois fut difficile. Céline publiait des photos de ses enfants jouant dans le grand salon bourgeois, des repas en famille autour de la table en chêne massif. Tout semblait aller pour le mieux rue de Passy. Puis, les factures impayées commencèrent à s'accumuler. Agnès avait scrupuleusement annulé tous les prélèvements automatiques qu'elle effectuait, charges de copropriété, électricité, gaz, assurance habitation, taxes foncières. Au total, 3 000 € mensuels qui s'évaporaient soudainement. Février arriva avec ses premières conséquences. Agnès croisa par hasard Madame Moreau au marché de Neuilly. Sa belle-mère avait maigri, les traits tirés par l'inquiétude. Elle portait le même manteau usé qu'elle avait déjà l'hiver précédent, alors qu'elle se renouvelait sa garde-robe chaque saison auparavant. « Agnès !» Elle sembla hésiter, puis s'approcha. « Comment vas-tu ? Ça va ? Et vous ? Oh, tu sais, depuis que Vincent n'est plus là, les finances sont compliquées. Je ne comprends pas pourquoi toutes ces factures s'accumulent. L'électricité, le gaz, tout augmente. » Agnès hocha la tête avec compassion feinte. C'est vrai que les charges ont beaucoup augmenté ces dernières années. Et Céline ne trouve pas de travail. C'est difficile avec 2 enfants. Madame Moreau semblait attendre quelque chose. Peut-être des explications, peut-être de l'aide. Agnès serra son sac contre elle et prit congé poliment. Mars apporta l'escalade. Les huissiers débarquèrent rue de Passy pour une facture EDF de 2 340 €. Céline, paniquée, multipliait les publications sur Facebook pour vendre des bijoux familiaux, des meubles anciens, tout ce qui avait de la valeur. Situation financière temporairement difficile, écrivait-elle sous les annonces. Cause déménagement. Le mensonge était flagrant mais préservait les apparences. Agnès reconstituait lentement sa clientèle depuis son studio. 2 nouveaux clients, puis 3. Elle travaillait 15 heures par jour, acceptant tous les dossiers, même les plus ingrats. Sa détermination était féroce. Survivre, se reconstruire, prouver sa valeur. Un soir d'avril, son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô ? Agnès ? C'est Céline. » Le cœur d'Agnès s'accéléra. 3 mois de silence. Et maintenant cet appel. Il faut qu'on parle. On a des problèmes avec l'appartement. Maman ne comprend pas d'où viennent toutes ces dettes. Tu pourrais nous expliquer ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Agnès, s'il te plaît, on va perdre l'appartement. Les enfants. Tu m'as traitée d'étrangère et mise à la porte. Maintenant tu m'appelles à l'aide ? Agnès raccrocha. Pour la première fois depuis des années, elle venait de dire non. Cette sensation de pouvoir la grisait presque. Elle s'assit devant son ordinateur et consulta les dernières publications de Céline. La réalité était cruelle. Vente aux enchères prévue dans 2 mois, expulsion imminente, enfants retirés de leur école privée. Agnès éteignit l'écran et sourit dans l'obscurité de son studio. L'étrangère tenait enfin sa revanche. Mais cette satisfaction avait un goût amer qu'elle n'avait pas anticipé. 3 mois après le départ d'Agnès, l'électricité fut coupée rue de Passy un mardi matin de juin. Céline découvrit la panne en tentant d'allumer la cafetière pour le petit déjeuner de ses enfants. Lucas, 8 ans, et Emma, 12 ans, la regardaient avec inquiétude. « Maman, pourquoi ça marche plus ?» demanda Lucas en appuyant frénétiquement sur l'interrupteur du salon. « C'est juste un problème technique, mon chéri. Ça va se réparer. » Mais Céline savait parfaitement ce qui se passait. La facture EDF de 3 200 € n'avait jamais été payée. Madame Moreau, dans son affolement, avait multiplié les courriers à la compagnie, réclamant un étalement de paiement, une aide sociale, n'importe quoi pour éviter la coupure. Le lendemain, ce fut le tour du gaz. Plus de chauffage, plus d'eau chaude. En plein mois de juin, cela restait supportable, mais l'humiliation était totale. Les voisins du 6e arrondissement commençaient à jaser sur cette famille autrefois respectable, qui vivait désormais à la bougie. Agnès, depuis son studio de Créteil, observait le désastre via les réseaux sociaux. Céline avait cessé ses publications familiales enjouées.
Plus de photos des enfants dans le beau salon, plus de repas dominicaux sur la table en chêne. Le silence numérique trahissait l'ampleur de la catastrophe. Dans son nouveau quotidien, Agnès se reconstruisait méthodiquement. 4 clients réguliers désormais, puis 5. Monsieur Patel, gérant d'une épicerie fine à Vincennes, lui avait confié toute sa comptabilité. Madame Rousseau, kinésithérapeute libérale, appréciait sa disponibilité et sa précision. Petit à petit, ses revenus remontaient. 2 800 € en mai, 3 400 € en juin. Elle s'était acheté un vrai bureau chez Conforama, un fauteuil ergonomique d'occasion, une imprimante laser. Son studio prenait des allures de bureau professionnel. Pour la première fois depuis des années, l'argent qu'elle gagnait lui appartenait entièrement. Un samedi de juillet, en faisant ses courses au marché de Créteil, elle croisa par hasard Madame Moreau accompagnée de ses petits-enfants. La métamorphose était saisissante. L'élégante septuagénaire avait laissé place à une femme fatiguée, aux cheveux mal entretenus, portant un jean délavé et des baskets usagées. « Grand-mère, j'ai faim », gémissait Lucas en tirant sur sa manche. « Patience, mon chéri, on va acheter du pain et du jambon. » Madame Moreau fouillait dans son portefeuille, comptant ses pièces de monnaie avec application. Agnès la vit hésiter longuement devant l'étal de fromage, puis renoncer en secouant la tête. 10 € pour nourrir 3 personnes. Les enfants avaient maigri. Emma, l'adolescente autrefois coquette, portait le même sweatshirt troué qu'Agnès lui avait vu 3 semaines plus tôt. Lucas avait des cernes sous les yeux et semblait plus petit, plus fragile. Agnès détourna le regard et poursuivit ses achats. Saumon fumé, fromage de chèvre, fruits de saison. Son caddie débordait d'abondance. Elle qui avait vécu dans la restriction pendant des années, s'offrait enfin ce luxe simple, manger à sa faim. En août, les huissiers revinrent rue de Passy, cette fois pour saisir les meubles. Agnès apprit la nouvelle par un article du Parisien. Vente aux enchères publiques, appartement bourgeois du 16e arrondissement. La photo montrait des déménageurs emportant le piano à queue de Madame Moreau, la table familiale, les fauteuils Louis XVI. Céline avait créé une cagnotte en ligne. Aider une maman de famille en difficulté. 120 € récoltés en 3 semaines. Les explications restaient en flou. Suite au décès de mon frère, nous traversons une période difficile. Agnès ferma l'ordinateur et se prépara un thé. Elle venait de signer un contrat avec une société d'expertise comptable qui lui confiait la gestion de 8 petites entreprises. Revenu prévisionnel, 4 200 € mensuels. Plus que ses anciens gains et sans stress familial. Son téléphone vibra. Message WhatsApp de Céline. Une photo des enfants assis par terre dans l'appartement vide, suivie d'un texte. « Agnès, s'il te plaît. Les petits dorment sur des matelas gonflables. On ne comprend toujours pas ce qui s'est passé avec l'argent de Vincent. Tu sais quelque chose? Tu pourrais nous aider? Juste pour les enfants ?» Agnès contempla longuement l'écran. Ces enfants innocents payaient les erreurs de leurs aînés. Emma et Lucas n'avaient rien demandé, rien fait de mal. Ils subissaient simplement les conséquences de l'orgueil de leur oncle et de l'aveuglement de leur famille. Elle tapa une réponse, l'effaça, recommença. Finalement, elle éteignit son téléphone sans répondre. Dehors, un orage d'été éclatait sur la banlieue. Agnès s'installa à son bureau et ouvrit le dossier comptable de Monsieur Patel. Le travail, encore le travail. Sa nouvelle religion, sa thérapie, son salut. Lui étrangère, apprenait enfin à vivre pour elle-même. Le téléphone d'Agnès sonna pour la première fois un mercredi de septembre. Elle reconnut immédiatement le numéro de Madame Moreau qu'elle avait bloqué puis débloqué par curiosité. La sonnerie résonna 8 fois dans le silence de son studio, avant de s'arrêter. 2 heures plus tard, nouvel appel. Cette fois, c'était Céline. Agnès laissa vibrer son portable en continuant de saisir les écritures comptables de Monsieur Patel. 15 appels en absence s'accumulèrent ce jour-là. Les messages vocaux commencèrent le lendemain. « Agnès, c'est moi, Madame Moreau. Je sais que tu es fâchée, mais il faut qu'on parle. Les enfants, s'il te plaît, rappelle-moi. » Puis Céline. « Agnès, on a été expulsés. On dort chez une amie, mais c'est temporaire. Tu sais forcément quelque chose sur l'argent de Vincent. Aide-nous. » Agnès effaçait méthodiquement chaque message sans les écouter jusqu'au bout. Elle avait développé une technique.
décrocher immédiatement quand elle reconnaissait leur voix, puis raccrocher avant qu'elle n'ait le temps de prononcer un mot. Octobre apporta l'escalade. Les appels devinrent quotidiens, parfois plusieurs fois par jour. Madame Moreau essayait le matin vers 9h, Céline prenait le relais l'après-midi. Le soir, elles tentaient ensemble depuis le téléphone fixe de l'amie qui les hébergeait. Un samedi, Agnès croisa Emma à la sortie du métro Créteil-Préfecture. L'adolescente avait encore maigri et portait un manteau visiblement trop grand pour elle. Leurs regards se croisèrent. Emma s'approcha timidement. « Tante Agnès ?» Le mot la transperça. « Tante. » Cette gamine l'appelait encore tante après tout ce qui s'était passé. « Maman dit que tu es fâchée contre nous, mais on ne sait pas pourquoi. Grand-mère pleure tout le temps. Lucas me demande quand on va rentrer à la maison. » Agnès serra les poings. Cet enfant de 12 ans ne devait pas porter le poids des erreurs des adultes. Ce n'est pas si simple, Emma. Maman dit que papa avait de l'argent quelque part et que tu sais où il est. C'est vrai ? La question était directe, innocente, dévastatrice. Comment expliquer à une gamine que son père était ruiné, que sa famille avait vécu 3 ans dans le mensonge, qu'elles avaient chassé la seule personne qui les aidait vraiment ? Ton papa n'avait plus d'argent, Emma. Il était malade. Les soins coûtaient très cher. Mais alors qui payait l'appartement ? Agnès détourna le regard. « Il faut que j'y aille. Prends soin de toi. » Elle s'éloigna rapidement, le cœur serré. Dans le reflet d'une vitrine, elle vit Emma rester plantée là, perdue, avant de repartir vers l'arrêt de bus. Novembre intensifia la pression. Les messages vocaux devinrent suppliants, puis accusateurs, puis à nouveau suppliants. Madame Moreau avait visiblement vieilli de 10 ans en quelques mois. Sa voix tremblait d'épuisement et de désespoir. « Agnès, ma chérie, je ne comprends plus rien. Vincent me disait toujours que tout allait bien. Comment peut-on perdre un appartement du jour au lendemain ? S'il te plaît, explique-moi. » Céline oscillait entre colère et détresse. « Tu ne peux pas nous laisser comme ça. On est de la famille. Vincent n'aurait jamais voulu ça. » Agnès consultait de loin leur descente aux enfers via Facebook. L'amie qui les hébergeait avait fini par les mettre dehors. Elle vivait désormais dans un hôtel social de Bobigny. 2 chambres pour 4 personnes, toilette commune dans le couloir. Les photos que Céline publiait racontaient une tragédie sociale ordinaire. Emma et Lucas faisaient leurs devoirs sur un lit de camp. Madame Moreau, 68 ans, faisait la queue au Resto du Cœur. La bourgeoise du 16e arrondissement mendiant sa nourriture. Pendant ce temps, Agnès s'épanouissait professionnellement. Son nouveau contrat avec le cabinet d'expertise comptable lui ouvrait des portes. Elle gérait maintenant 12 dossiers d'entreprise, gagnait 4 600 € par mois et avait même embauché une assistante 2 jours par semaine. Elle avait déménagé dans un vrai 2 pièces à Vincennes, lumineux et bien agencé. Bureaux séparés, cuisine équipée, salle de bain moderne. Pour la première fois de sa vie, elle vivait dans un espace qui lui ressemblait. Un soir de décembre, le téléphone sonna encore. Agnès décrocha par réflexe. « Tante Agnès, c'est Lucas. » La voix du petit garçon la figea. 8 ans. Et déjà cette gravité d'enfant trop tôt confronté au monde des adultes. Maman pleure tout le temps. Grand-mère est tombée malade. Elle tousse beaucoup et elle a mal partout. Le docteur dit qu'elle a besoin de repos et de médicaments, mais on n'a pas assez d'argent. Agnès ferma les yeux. Cet enfant ne devrait pas dire ces mots. Emma dit que c'est toi qui avais l'argent de papa. Pourquoi tu nous aides plus ? On était méchants avec toi ? La question la brisa. Lucas ne comprenait rien à cette guerre d'adultes qui détruisait sa famille. Ce n'est pas de ta faute, mon grand. Alors pourquoi tu réponds plus au téléphone ? Agnès raccrocha doucement. Elle resta immobile dans son salon confortable, entourée de ses meubles neufs et de sa réussite retrouvée. Une année entière d'appels ignorés touchait à sa fin. Mais les étrangères commençaient à se demander si sa victoire avait vraiment le goût qu'elle espérait. Marc Dubois poussa la porte du café Le Central, dans le centre-ville de Vincennes, avec 15 minutes de retard. Agnès l'attendait à une table près de la fenêtre, ses dossiers comptables étalés devant elle. Grand, la quarantaine élégante, des cheveux poivre et sel soigneusement coiffés, il avait cette assurance naturelle des chefs d'entreprise qui réussissent. « Excusez-moi, rendez-vous client qui a traîné. Je suis Marc Dubois, dirigeant de technologie. » Agnès se leva pour lui serrer la main.
Sa société de domotique cherchait un comptable pour gérer 3 filiales en expansion. Le cabinet qu'il avait recommandé avait vanté sa précision et sa disponibilité. Pendant 1 heure, ils discutèrent chiffres, organisation, perspectives de croissance. Marc appréciait visiblement son professionnalisme et ses questions pertinentes. Contrairement à beaucoup d'entrepreneurs, il l'écoutait vraiment, sans condescendance masculine. « J'aimerais vous proposer un contrat exclusif », dit-il finalement. « Gestion complète de mes 3 sociétés, salaire fixe de 500 € mensuels, plus participation aux bénéfices. Qu'en pensez-vous » Agnès manqua à s'étrangler avec son café. 5 500 € fixes, c'était plus que ses revenus variables actuels, avec la sécurité en plus. C'est une offre très généreuse. Vous le valez. Vos références sont excellentes. Ils se revirent à la semaine suivante pour finaliser le contrat. Marc insista pour l'inviter au restaurant. Rien d'équivoque, juste la politesse d'un patron envers sa nouvelle collaboratrice. Pourtant, Agnès sentait entre eux une complicité qui dépassait le professionnel. Fin janvier, elle déménagea dans un vrai appartement à Vincennes. 3 pièces lumineuses, parquet massif, cuisine moderne. Pour la première fois depuis des années, elle achetait des meubles neufs sans calculer au centime près. Sa relation avec Marc évoluait naturellement. Déjeuners de travail qui s'éternisaient, conversations qui dérivaient vers le personnel. Il était divorcé depuis 5 ans, sans enfant, entièrement consacré à ses entreprises. Elle restait discrète sur son passé, évoquant seulement un veuvage difficile. Un mardi de février, Marc l'invita au cinéma. « Pour fêter notre 1er mois de collaboration », précisa-t-il avec un sourire qui ne trompait personne. Agnès accepta, troublée de redécouvrir ses émotions qu'elle croyait mortes avec Vincent. Le lendemain, Madame Moreau l'appela vers 10 h. Agnès décrocha machinalement, habituée à raccrocher immédiatement. « Agnès, tu réponds enfin !» La voix de sa belle-mère tremblait d'émotion. « Je suis à l'hôpital Tenon. J'ai fait un malaise hier soir. Céline est avec moi. S'il te plaît, viens. J'ai des choses importantes à te dire sur Vincent. Des choses que tu dois savoir. » Agnès hésita. Après 14 mois de silence, cette femme la suppliait de nouveau. « Chambre 214, service cardiologie, s'il te plaît. » 2 heures plus tard, Agnès poussait la porte de l'hôpital. Madame Moreau semblait avoir vieilli de 20 ans. Perfusion dans les bras, teint cireux, cheveux clairsemés. Céline, assise à son chevet, sursauta en voyant arriver Agnès. « Tu es venue. Qu'est-ce que vous vouliez me dire ?» Madame Moreau fouilla dans son sac avec des gestes tremblants et en sortit une pochette plastique remplie de papier. « J'ai trouvé ça chez Vincent, dans ses affaires que Céline avait stockées. Regarde. » Agnès ouvrit la pochette. Des relevés bancaires, des factures, des échanges WhatsApp imprimés. Son sang se glaça en découvrant les conversations entre Céline et un certain Maître Lemoine, notaire. Maman devient trop vieille pour gérer ses finances. Il faudrait une procuration. Votre mère a-t-elle des signes de démence ? Elle oublie beaucoup de choses. Et cette belle fille l'influence beaucoup. Je pense qu'Agnès cherche à récupérer l'héritage. Nous pourrions envisager une déclaration d'inaptitude. Agnès releva les yeux, abasourdie. Céline baissait la tête, incapable de soutenir son regard. Tu manipulais ta propre mère ? J'étais désespérée, explosa Céline. Divorcée, sans travail, avec 2 enfants. J'ai découvert que maman avait 180 000 € sur son livret A. Vincent me disait toujours qu'il payait tout, mais cet argent dormait. Alors tu as décidé de me faire passer pour une profiteuse. Je pensais que tu partirais et qu'on pourrait enfin récupérer ce qui nous revenait. Madame Moreau prit la main d'Agnès. Ma chérie, je comprends maintenant. C'est toi qui payais tout, n'est-ce pas ? Vincent n'avait plus rien. Et tu as tout sacrifié pour nous. Céline m'a menti pendant des mois. Le monde d'Agnès basculait. Tout s'expliquait enfin. L'hostilité soudaine, l'expulsion brutale, les mensonges. Céline avait orchestré sa chute pour mettre la main sur l'argent de sa mère. « Pardonne-nous », murmura Madame Moreau. « Pardonne-moi ma cécité. » Agnès sortit de l'hôpital dans un état second. Les révélations de Madame Moreau tournaient en boucle dans sa tête. Céline l'avait manipulée, sa propre mère, pour s'emparer de 180 000 € d'épargne. Tout avait été calculé. Les mensonges sur Vincent, l'hostilité soudaine, l'expulsion brutale.
Elle rejoignit Marc au restaurant où ils avaient rendez-vous. Il lut immédiatement la détresse sur son visage. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es blanche comme un linge. » Agnès lui raconta tout, depuis le début. Vincent, les 3 000 € mensuels, sa belle famille qui l'avait chassé en l'accusant de vol, puis cette découverte effroyable à l'hôpital. Marc l'écoutait sans l'interrompre, son expression oscillant entre incrédulité et colère. Cette femme a manipulé sa propre mère pour te faire accuser? Pendant des mois, elle m'a fait passer pour une profiteuse alors qu'elle projetait de déclarer sa mère inapte pour récupérer son argent. Marc secoua la tête, abasourdi. C'est de l'abus de faiblesse. C'est un crime grave en France. Tu peux la dénoncer. Avec quoi? Des conversations WhatsApp qu'elle peut nier avoir écrites? Un notaire véreux qui disparaîtra dans la nature? De retour chez elle, Agnès ne dormit pas de la nuit. Les émotions se bousculaient, colère, tristesse, soif de justice, mais aussi cette culpabilité lancinante. Les enfants, innocents Emma et petit Lucas, qui payaient pour les erreurs de leur mère. Le lendemain matin, Céline l'appela. « Agnès, il faut qu'on parle, en face à face. » Elles se retrouvèrent dans un café de République. Céline avait encore maigri, les traits creusés par l'angoisse. Ses vêtements froissés sentaient à l'hôtel social. « Je sais que tu me détestes. J'ai fait quelque chose d'horrible. Tu as manipulé ta mère malade pour voler son argent. Tu m'as accusé de vol alors que je vous faisais vivre. Oui, c'est horrible. » Céline éclata en sanglots. « J'étais à bout. Mon mari m'avait quittée en me laissant 40 000 € de dette. J'allais perdre mes enfants. Quand j'ai découvert l'épargne de maman, j'ai paniqué. Alors tu as monté toute ta famille contre moi? Je pensais que tu partirais et qu'on pourrait s'en sortir. Je ne savais pas que c'était toi qui payais tout. Vincent nous avait dit qu'il avait des économies. » Agnès observait cette femme qui se décomposait devant elle. Céline n'était pas un monstre, juste une mère désespérée qui avait fait les mauvais choix. « Qu'est-ce que tu veux, Céline? Que tu me pardonnes. Que tu nous aides. Maman est très malade, elle a besoin de soins. Les enfants dorment par terre dans une chambre d'hôtel. Emma a quitté l'école, elle a honte. Lucas fait des cauchemars. Et pourquoi je vous aiderais après ce que tu m'as fait subir? Parce que tu es meilleur que moi. Parce que Vincent t'aimait et qu'il n'aurait jamais voulu ça. » Céline sortit son téléphone et montra des photos récentes. Madame Moreau dans son lit d'hôpital, Emma qui pleurait, Lucas endormi sur un matelas de fortune. La réalité était cruelle. « Je n'ai pas de preuves légales contre toi, » continua Agnès. « Tes messages avec le notaire, tu peux dire que c'est un faux. Ta mère confirmera que tu ne l'as jamais forcé physiquement. Tu ne vas pas me dénoncer? Sans preuves concrètes, ça ne mènera nulle part. Mais j'ai une proposition. » Céline releva la tête, un mince espoir dans le regard. « Ta mère annule immédiatement cette procuration chez le notaire, en ma présence. Tu rembourses les 15 000 € que tu as déjà prélevés sur son compte, à raison de 400 € par mois pendant 4 ans. Mais je n'ai pas de travail. Tu en trouves un, dans les 2 mois. Simon, je révèle tout à ta mère, et cette fois avec les preuves que j'ai gardées. » Céline hocha la tête désespérément. « En échange, je paie l'hospitalisation de ta mère, et je vous trouve un logement décent. Mais à mes conditions. Fini les mensonges, fini les manipulations. Respect total. Transparence complète. Tu ferais ça, après tout ce que je t'ai fait? » Agnès réfléchit un long moment. Dehors, la vie parisienne continuait, indifférente à leur drame familial. « Ce n'est pas de la justice légale, Céline. C'est de la justice humaine. Pour les enfants, pas pour toi. » Céline pleurait maintenant sans retenue. « Merci. Je ferai tout ce que tu demandes. Tout. Une dernière chose. Tu expliques à tes enfants que c'est grâce à leur tante Agnès qu'ils s'en sortent. Et tu ne remets plus jamais en question ma place dans cette famille. » Le soir, Agnès raconta sa décision à Marc. Il l'écouta attentivement, puis la prit dans ses bras. « Tu aurais pu la détruire. Beaucoup l'auraient fait. J'ai appris que la vraie force, ce n'est pas de gagner une guerre, c'est de transformer ses ennemis en alliés. » Marc sourit et l'embrassa tendrement. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux d'une femme exceptionnelle. » Le bureau du notaire Maître Lebrun sentait le cuir et l'encaustique. Madame Moreau, sortie de l'hôpital depuis 3 jours, était assise entre Agnès et Céline.
Ses mains tremblèrent légèrement quand elle signa l'annulation de la procuration. « C'est fait, » dit-elle d'une voix faible. « Je n'aurais jamais dû écouter Céline. Pardonne-moi, Agnès. » Céline fixait ses chaussures usées, incapable de croiser le regard de sa mère. L'humiliation était totale, mais nécessaire. « Madame Moreau, » intervint le notaire, « cette nouvelle procuration que vous signez nomme Mademoiselle Agnès comme gestionnaire temporaire de vos finances, avec obligation de transparence totale. Êtes-vous certaine de votre choix ? Absolument. C'est la seule personne en qui j'ai confiance. » 2 semaines plus tard, Agnès avait trouvé un appartement F3 à Montreuil pour sa belle famille. 1 200 € de loyer mensuel, lumineux, proche d'une école pour Lucas. Elle avança la caution et les frais d'agence. Céline commençait son nouvel emploi d'assistante administrative dans une PME de Vincennes. Salaire, 1 800 € net. Marc avait usé de ses relations pour lui décrocher cet entretien. « Je ne sais pas comment vous remercier », répétait Céline en déménageant leurs maigres affaires. « En remboursant ce que tu dois et en ne recommençant jamais », répondait simplement Agnès. 1 mois plus tard, Agnès reçut le premier virement de 400 €. Céline respectait scrupuleusement l'accord. Elle envoyait même des photos des enfants qui reprenaient goût à la vie. Emma avait réintégré le collège et rattrapait son retard avec détermination. Lucas souriait de nouveau, dormait dans un vrai lit, dans sa propre chambre. Madame Moreau retrouvait peu à peu sa dignité, ses cheveux soignés, ses vêtements propres. « Maman va beaucoup mieux », écrivait Céline dans ses messages hebdomadaires. Elle a recommencé à cuisiner. Elle dit que c'est grâce à toi qu'on s'en sort. Marc observait cette réconciliation avec admiration. Tu as fait le bon choix. Beaucoup auraient cherché la vengeance. La vengeance détruit celui qui la porte autant que celui qui la subit. Ma mère me l'avait dit quand j'étais petite. Leur relation évoluait naturellement vers quelque chose de plus profond. Marc n'était pas pressé, respectait le rythme d'Agnès qui apprenait à aimer de nouveau. Il l'accompagnait parfois rendre visite à sa belle famille, témoin de cette reconstruction fragile mais sincère. Un dimanche d'avril, ils déjeunèrent tous ensemble dans l'appartement de Montreuil. Madame Moreau avait préparé son fameux pot-au-feu. Céline servait à table avec une déférence nouvelle envers Agnès. Les enfants racontèrent leur journée d'école avec enthousiasme. « Tante Agnès, » dit Emma en fin de repas, « maman nous a expliqué que tu payais tout avant et qu'on t'avait chassé injustement. Je suis désolée. » Lucas hocha la tête gravement. « Moi aussi. On ne savait pas. » Agnès caressa les cheveux du petit garçon. « Ce n'était pas votre faute. Vous n'avez rien à vous reprocher. » En rentrant, Marc prit sa main. « J'ai une chose importante à te demander. » Il s'arrêta au bord de Seine, sortit un petit écrin de sa poche. « Épouse-moi, Agnès. Pas par romantisme béat, mais parce que je veux construire quelque chose de solide avec une femme extraordinaire. » Agnès regarda cette bague simple et élégante qui scintillait dans la lumière du couchant. 2 ans plus tôt, elle était une veuve ruinée, chassée et humiliée. Aujourd'hui, un homme bon lui proposait un avenir. « Oui », dit-elle simplement. Le soir, elle appela Madame Moreau pour annoncer la nouvelle. « Ma chérie, c'est merveilleux. Marc est un homme bien. Vincent aurait été heureux pour toi. » Puis Céline prit le téléphone. « Agnès, je sais que je n'ai pas le droit de demander ça après tout ce que j'ai fait, mais est-ce qu'on pourrait venir au mariage, en tant que famille ?» Agnès sourit dans l'obscurité de son salon. « Bien sûr, vous êtes ma famille, la vraie famille, celle qui s'est construite sur la vérité. » Ce soir-là, elle s'endormit paisiblement. L'homme étrangère était enfin chez elle. 2 ans plus tard, par un samedi de juin radieux, Agnès se tenait devant le miroir de sa chambre. Sa robe de mariée, simple et élégante, contrastait avec l'émotion qui l'habitait. Marc l'attendait dans le jardin de leur nouvelle maison à Fontenay-sous-Bois. Elle avait choisi une cérémonie intime dans leur jardin, plutôt qu'une grande réception. Seules les personnes qui comptaient vraiment étaient là. Sa belle famille réconciliée, les collègues de Marc, quelques amis proches. Céline ajustait les derniers détails du buffet qu'elle avait insisté pour préparer. 2 ans de travail assidu l'avaient transformée. Plus mince, plus soignée, elle avait retrouvé une dignité que l'adversité avait révélée. Ses remboursements de 400 €
tombait chaque mois avec la régularité d'un métronome. « Tu es magnifique », lui dit Emma en entrant dans la chambre. À 14 ans, l'adolescente avait grandi. Ses bonnes notes au lycée témoignaient d'une maturité nouvelle. « Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. » Lucas, maintenant 10 ans, ajusta fièrement son nœud papillon. « Marc m'a dit que je pouvais porter les alliances. » Madame Moreau apparut dans l'embrasure, radieuse dans son tailleur bleu marine. À 70 ans, elle avait retrouvé cette élégance naturelle qui la caractérisait. La gestion transparente de ses finances par Agnès lui avait rendu sa sérénité. « Ma chérie, il est temps. » Marc devient impatient. Dans le jardin fleuri, une trentaine d'invités s'étaient rassemblés. Marc, distingué dans son costume gris anthracite, souriait en voyant arriver celle qui allait devenir sa femme. Ses entreprises prospéraient, mais il savait que son vrai succès était cet amour construit sur la confiance mutuelle. La cérémonie fut simple et émouvante. Quand Agnès prononça ses vœux, sa voix porta une conviction profonde. « Marc, tu m'as appris qu'on peut construire un bonheur sans détruire celui des autres. Je promets de t'aimer avec cette même générosité que tu m'as enseignée. » Céline essuya discrètement ses larmes. 3 ans plus tôt, elle avait failli détruire cette femme remarquable par cupidité et désespoir. Aujourd'hui, elle la voyait rayonner de bonheur, entourée d'une famille qu'elle avait choisi de sauver plutôt que de punir. Pendant le repas, Madame Moreau se leva pour porter un toast. « Agnès, tu as payé nos charges pendant 3 ans dans l'ombre. Tu nous as nourris quand nous t'avons chassé. Tu nous as pardonné quand nous t'avons trahi. Vincent serait fier de la femme extraordinaire qu'il a épousée. » L'assemblée applaudit chaleureusement. Agnès sentit les larmes monter, mais c'étaient des larmes de bonheur, pas de tristesse. En fin d'après-midi, les invités se dispersèrent. Céline s'approcha d'Agnès pour l'embrasser. « Dans 2 ans, j'aurai fini de te rembourser. Mais même dans 50 ans, je n'aurai jamais fini de te remercier. Tu m'as donné quelque chose de précieux aussi, Céline. Tu m'as appris que pardonner peut être plus fort que haïr. » Le soir venu, Marc et Agnès se retrouvèrent seuls dans leur salon. Par la fenêtre, ils contemplaient leur jardin où avaient fleuri non seulement les roses, mais aussi une réconciliation qui semblait impossible. « Tu regrettes parfois ?» demanda Marc. « Toute cette énergie dépensée pour une famille qui t'avait rejeté ?» Agnès réfléchit un moment, blottie contre l'épaule de son mari. « Tu sais, quand Vincent est mort, j'ai cru que ma vie s'arrêtait. Quand ils m'ont chassée, j'ai pensé que j'allais mourir de solitude et d'injustice. Et maintenant, je comprends que tout ça était nécessaire, pour que je découvre qui j'étais vraiment, pour que Céline apprenne la valeur des choses, pour que Madame Moreau réalise l'importance de la confiance, pour que je te rencontre, toi. » Marc l'embrassa tendrement. L'ancienne Agnès aurait continué à se sacrifier en silence. La nouvelle a appris à transformer les épreuves en victoire. La vraie victoire, c'est quand tout le monde gagne à la fin. Dehors, la nuit d'été descendait sur Fontenay-sous-Bois. Dans quelques années, Emma entrerait à l'université avec l'aide financière d'Agnès. Lucas grandirait en connaissant la valeur de la reconnaissance. Madame Moreau vieillirait entourée de l'affection qu'elle méritait. Céline continuerait sa reconstruction, portée par la leçon d'humilité qu'elle avait reçue. Et Agnès, l'ancienne étrangère, vivrait enfin sa propre vie, entourée d'une famille choisie plutôt que subie, aimée pour ce qu'elle était, plutôt que pour ce qu'elle donnait. Parfois, les plus belles histoires naissent des plus grandes douleurs. Il suffit d'avoir le courage de transformer ses blessures en sagesse et ses ennemis en alliés. L'amour avait gagné, définitivement.